Le député Bernard Généreux, fier partenaire de cette émission. Bonjour, ici Annie Poirier. Bienvenue à cette première émission qui a pour titre Avis public et qui est concentrée en fait sur tous les dossiers qui entourent le monde municipal. C'est la plateforme pour en parler au cours des prochaines semaines. Et on ne pouvait pas faire autrement que d'inviter M. Yvon Soucy, préfet de la MRC, pour cette première émission. Bonjour. Bonjour Annie. Même si on est en février, moi j'en profite quand même pour vous souhaiter officiellement une bonne année. Hein? On est encore jeune dans notre année quand même. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et bonne année à toi aussi, aux auditeurs. Effectivement. On voulait donc... peut-être pour commencer, parler encore de la MRC. C'est sûr qu'on entend souvent parler de la MRC, vous êtes dans les médias, aussi bien dire quotidiennement, sauf qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça fait, ou en fait, ça fait énormément de choses, ça chapeaute énormément de volets, ça, une MRC. Alors, on a convenu qu'on parlerait peut-être des rôles et de ce que vous faites. Oui. Bon, et comment on arrive à siéger à la MRC. Expliquez-nous un peu là, quels sont les principaux mandats de la MRC. Oui, absolument. Puis moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais effectivement, comme tu l'as dit, souvent, on voit que la MRC, c'est une instance qui est peut-être moins bien connue, méconnue. Les maires siègent parce que les maires, en étant élus dans chaque conseil municipal, deviennent par défaut conseillers de comté, donc obtiennent un siège au conseil de la MRC. Le préfet, dans le cas de la MRC de Kamouraska, est élu au suffrage universel. Il n'y a seulement que 16 MRC au Québec où c'est le cas. Ailleurs, les maires choisissent entre eux qui sera le préfet. Puis, lorsqu'un maire vient siéger au conseil de la MRC, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas là pour représenter sa municipalité, c'est ça. Mais il est là comme conseiller de comté, donc pour le bien de la région. Puis, il faut aussi savoir que les compétences d'une MRC sont complémentaires à celles d'une municipalité locale. Donc, ça chapeaute souvent, bon, je pense en termes d'aménagement du territoire. Évidemment, c'est le schéma d'aménagement de la MRC qui va dicter par la suite les normes d'urbanisme pour les municipalités locales. Donc, on agit vraiment de façon complémentaire. Puis, peut-être une chose aussi, parce que souvent, les gens ont l'impression que la MRC est un peu hiérarchiquement se situe en haut des municipalités locales, ce qui n'est pas le cas. Les municipalités locales ne relèvent pas de la municipalité régionale de comté, mais bien du ministère des Affaires municipales comme la MRC. Donc, c'est des petites choses, des fois, qu'il faut placer, qu'il faut rappeler. Puis, depuis 1979, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoyait que les municipalités régionales de comté allaient remplacer les fameux conseils de comté qui, eux, existaient depuis 1855, puis avec peu de responsabilités, je dirais. Puis, dans le cas de Kamouraska, c'est depuis 1982 que la MRC existe. Mais une façon de synthétiser tout ça aussi, c'est que ça permet à un milieu de se développer ensemble. Donc, on développe une municipalité individuellement, on a tous des buts pour l'endroit où on vit, mais ça permet aussi d'aller, par exemple, on pense quand vous faites différentes interventions dans les salons de l'emploi, dans les salons touristiques, quand vous allez représenter la MRC dans des instances municipales, ça permet d'avoir une force de frappe aussi, quand on parle tous d'une même voix. Absolument. Puis ce sont vraiment les grandes orientations qui se dessinent au Conseil de la MRC, les grandes planifications du territoire, le schéma d'aménagement et de développement, j'en ai parlé, les plans de développement de la zone agricole, schéma de couverture de risque incendie, les planifications stratégiques qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, vraiment les grandes orientations du territoire. Puis par la suite, donc, ça aide aux municipalités locales, aux différents intervenants également du territoire, là, à faire en sorte qu'on a des actions cohérentes au sein de la municipalité régionale de comté. Une fois qu'on a mis ça en contexte, hein, comment tout ça fonctionne, bien, il y a vraiment des dossiers, puis des dossiers prioritaires pour l'année 2020 là, qui s'est amorcée. Justement, vous vouliez nous parler là, du fameux schéma de couverture de risque. Donc ça, c'est un dossier important là, pour la prochaine année. Oui, absolument. Le schéma de couverture de risque, c'est une planification, je dirais, avec des responsabilités partagées. Donc, la municipalité régionale de comté, la MRC,
a ses obligations dans le schéma de couverture de risque. Les municipalités locales ont les leurs. Et ce qu'on appelle les autorités compétentes, les services incendies, on en a 4 sur le territoire qui desservent l'ensemble de nos municipalités, ont également leurs obligations. Donc, on fait une planification conjointe. Puis, dans cette planification-là, ce qu'on dit au ministère de la Sécurité publique, c'est que nous, pour la sécurité incendie, la prévention, les opérations, c'est de cette façon-là qu'on va agir. Donc, on dit déjà à l'avance, par exemple, combien de pompiers on est capable de disponibiliser sur une intervention, en combien de temps on va les disponibiliser, c'est quoi les ressources en eau dont on dispose, par exemple, les bornes fontaines, les points d'eau. Il faut faire ça de manière... aux 5 ans. Aux 5 ans. Aux 5 ans. Tous les programmes de prévention également. Tu sais, Et est-ce que ça change aux 5 ans? Est-ce qu'à chaque 5 ans, on fait comme, bien ça, on n'a pas ça, ça, on aurait besoin de ça? Ou, tu sais, parce que les règles, des fois, il y a des tragédies qui font que les choses changent. Donc, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on n'a pas qu'on aurait besoin? Bien, ce qu'on s'est rendu compte beaucoup avec la première version du schéma, parce que là, on est en train de produire la seconde, avec la deuxième, c'est que peut-être que dans la première, on avait été un peu trop ambitieux, si je peux dire. Là, comme on avait peut-être surestimé le nombre de ressources qu'on pouvait disponibiliser dans un certain temps, au-delà de ce que le ministère nous donnait comme obligation. Donc, on a revu tout ça. Puis, en fonction également d'un vécu qu'on avait, puis sans compromettre la sécurité des gens, mais de façon réaliste, parce que les services incendies, comme à peu près toute autre organisation, font face également à des défis de main-d'œuvre, des défis de disponibilité, de formation. Donc, ça, on a vraiment ramené ça, je dirais, sur peut-être plus un portrait plus juste qu'était le territoire. Sinon, je dirais que peut-être pas... C'est un portrait, un schéma de couverture de risque. C'est davantage un portrait, donc... Parce qu'au fond, quand il arrive quelque chose, on ne sait jamais. Oui. Mais comment tout ça va se déployer. Absolument. Mais c'est d'être bien préparé, puis... le schéma de couverture de risque a l'avantage également de procurer aux services incendies, aux municipalités, à la MRC, l'immunité. Donc, on annonce au ministère ce que nous allons faire dans les 5 prochaines années. Puis, en échange, le ministère nous procure l'immunité contre des poursuites. Donc, ça fait en sorte qu'on est bien préparé. Le ministère, en approuvant notre schéma de couverture de risque, dans le fond, approuve également ce qu'on a convenu de faire, puis nous donne l'immunité contre les poursuites. On pourrait en parler encore longtemps, mais comme le temps file, un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est l'immigration. C'est sûr qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Oui. Il y a de nombreuses entreprises au Kamouraska, ailleurs dans le territoire, qui font appel à cette main-d'œuvre-là pour venir travailler, ou du moins qui essaient de l'attirer. Vous avez, entre autres, une ressource qui travaille là-dessus à temps plein. Ça veut dire quoi? Comment on s'implique? Parce que, tu sais, des fois, on se dit, les immigrants, ils veulent venir ici, ils veulent travailler. J'ai l'impression que les entreprises vont beaucoup mettre en place des procédures pour réussir. Mais vous, concrètement, comment ça se joue, ce volet-là de l'immigration dans la MRC? Écoutez, c'est Julie-Christiane Hélas qui est là, qui est elle-même issue de l'immigration, donc qui comprend très bien là, la réalité, le vécu d'une personne qui arrive ici. Puis, ce qu'on veut, effectivement, là, comme tu l'as dit, nos entreprises ont beaucoup de besoins en main-d'œuvre. Puis, il ne faut pas seulement combler les besoins, mais il faut également faire en sorte que ces gens-là qui arrivent, là, leur procurer un milieu de vie qui est intéressant, faire en sorte de les intégrer le plus rapidement possible, qu'ils se sentent chez eux, parce que sinon, dans le fond, c'est de faire des efforts à peu près. C'est quoi les outils qui ont été déployés jusqu'à présent? Pour rien. Bien, écoutez, il y a toutes sortes de rencontres qui sont animées, il y a eu des visites guidées. Il y a les séjours exploratoires, si je pense à d'autres actions qui relèvent peut-être moins de nous, là, mais pour mieux connaître le territoire, donc le Carrefour, absolument. Toutes sortes de démarches au Salon de l'emploi. Oui. Donc, on est présent un peu partout. Puis, c'est certain qu'on veut accentuer également nos actions en cours d'année. Là. Je ne peux rien annoncer pour l'instant, mais il y a des choses qui s'en viennent. Est-ce qu'on a des chiffres? Parce qu'on en parle d'immigration, on en voit. Moi, je constate qu'on en voit, mais est-ce qu'on... Tu sais, on investit là-dedans, on les rencontre. Est-ce qu'on est capable de chiffrer comment il y en a? Est-ce que c'est difficile de savoir comment il peut y en avoir? Est-ce que tous ces moyens-là qui sont mis en place, ça rapporte jusqu'à présent? Oui, bien, est-ce qu'on le voit? Écoute, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, certainement que ça rapporte. Puis moi, je dis tout le temps, l'immigration, oui, c'est je pense que c'est la solution à
à laquelle on pense le plus rapidement. Mais il n'y a pas que l'immigration, c'est une solution qui est importante, mais on voit le gouvernement a beaucoup axé là-dessus, toute la question des travailleurs expérimentés. Donc, c'est une belle façon de parler des gens de 60 ans et plus, mais qui peuvent continuer à contribuer à être présents sur le marché du travail si on leur donne peut-être des horaires qui leur permettent d'être présents sur le marché du travail, toutes les actions pour contrer le décrochage scolaire, l'emploi saisonnier aussi. Bon, si on pouvait parvenir à avoir de bonnes ententes entre des employeurs saisonniers d'été et d'hiver pour faire en sorte que la main-d'œuvre puisse être plus mobile sans pénaliser ces gens-là. Donc, il y a plusieurs mesures qui peuvent être envisagées. Puis, c'est pas unique au Kamouraska, c'est partout au Québec. Actuellement, on dit rareté de main-d'œuvre, c'est partout au Québec. On en a encore pour plusieurs années. Puis moi, ce que je trouve triste, c'est d'avoir des entreprises actuellement, puis on en voit régulièrement, qui freinent volontairement des projets parce qu'ils perdent... Il faut trouver la main-d'œuvre avant d'accepter un contrat. Absolument. C'est ça la réalité. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Il nous reste peu de temps, vraiment peu de temps. J'aurais aimé aussi qu'on parle quand même de cette belle politique culturelle qui a été acceptée. Oui. Parce qu'on sait que la culture, on oublie trop souvent que c'est un volet économique très important, particulièrement en région. Ça va se déployer comment là, dans le Kamouraska dans les prochaines années? Bien, nous avons adopté la politique culturelle l'année passée. C'est sûr que nous, à la MRC de Kamouraska, on signe avec le ministère de la Culture des ententes de développement culturel. Je crois qu'on en est à notre 6e entente. On est une des MRC précurseurs au Québec. Donc, ça, c'est un levier financier qui est important pour mettre en œuvre la politique. Puis, des nouvelles mesures également qui ont été annoncées tout récemment par le ministère, dont on va prendre... Ça permet d'encourager des projets, ça permet d'engager des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est surtout d'encourager des projets. Nous avons en fait un plan d'action qui est relié à la politique culturelle, puis avec des appels à projets à tous, là, qui font en sorte que des projets peuvent lever sur le territoire. Puis, une des actions importantes de la prochaine politique, c'est tout ce qui a trait à la préservation du patrimoine matériel et immatériel, si je peux dire, mais par exemple, le patrimoine bâti. Tout ça. Ça, vous avez déjà enclenché plusieurs mesures. Absolument, mais ça, on voudrait vraiment aller faire un pas de plus. Puis, notre souhait, là, à terme, ce serait vraiment d'avoir un programme d'encouragement pour permettre aux propriétaires là, de bâtiments ciblés, si je peux dire, de rénover leurs bâtiments. Puis, on est reconnu, on est une MRC qui est reconnue pour la beauté de son patrimoine. Oui. On parle des bâtiments, on parle des vieilles granges là-dedans. On avait eu, il y a plusieurs années, quelques années, un programme de petit patrimoine là, qui avait été très, très populaire. Là, on aimerait ça pour le patrimoine un peu plus important. Puis, il y a une nouvelle mesure que le gouvernement du Québec a annoncée tout récemment, là, dont on va prendre connaissance, mais qui pourrait faire en sorte là, qu'on pourrait peut-être aller de l'avant dans ça. Donc, ça tombe juste à point parce que c'était une action importante de notre politique. Fait que vous n'allez pas manquer de travail au cours de la prochaine année, encore une fois, en espérant qu'on vous revoie pour annoncer des beaux projets. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Au plaisir. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'avis public, donc la première de cette émission consacrée aux dossiers municipaux. Et on a avec nous Charles Deblois-Martin, qui est conseiller aux affaires socio-économiques à la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Une figure aussi qu'on voit souvent, quand même, un petit peu partout, très impliquée. Peut-être nous expliquer un peu, c'est quoi votre rôle comme conseiller aux affaires socio-économiques? C'est des grands titres? Oui, je comprends. Moi, je suis à la MRC depuis 10 ans. Et le mandat, c'était beaucoup toute la question de la planification stratégique du territoire. Et là, aujourd'hui, je vous dirais que je suis mêlé dans beaucoup de dossiers régionaux, mais là, je coordonne toute l'équipe du développement territorial, donc qui regroupe le volet rural puis le volet entrepreneuriat. Fait qu'on est 7-8 employés. À la MRC, donc, c'est tout le service qui est lié à ce qu'on appelle la compétence en développement local et régional, parce que vous savez que, dans le fond, on avait rapatrié en 2015 une partie des services en entrepreneuriat qui était au CLD. Oui. Donc, on touche parc régional, immigration, microdéveloppement, développement rural avec les conseillères en développement rural, et en plus, le volet
entrepreneuriat. Fait que ça, c'est un grand terrain de jeu, un grand terrain de possibilités. Oui, mettons que la MRC, ça ratisse assez large. Alors aujourd'hui, c'est pour parler d'un beau projet. On entend parler qui s'appelle Enseigner le Kamouraska. Donc, vous avez déjà donné ça depuis quelques années. Oui. Là, on apprenait aux nouvelles il y a quelques jours que c'était renouvelé. Oui. Mais là, on se disait, tu sais, si on a un enfant, on est un peu au courant parce qu'on a peut-être vu ça passer à l'école. Mais autrement, peut-être qu'on est un peu mêlé. Mais évidemment, ça a fonctionné puisque c'est de retour. Qu'est-ce que c'est? C'est parti d'où cette idée d'enseigner le Kamouraska? Bien, en fait, l'idée, effectivement, on l'a initié. Moi, j'ai initié ce projet-là en 2014. Et justement, c'était un peu un constat du plan stratégique du territoire qu'on avait fait à l'époque où on disait tout le temps un peu la même marotte que les gens, nul n'est prophète un peu dans son pays, on connaît pas nécessairement notre territoire. C'est très vrai. Puis, à l'époque, c'est un peu une anecdote, mais moi, je travaillais beaucoup avec Solutions Novica sur le projet de bâtiment l'édifice Claude Béchard aujourd'hui. Puis, je travaillais beaucoup avec Solutions Novica, puis quand je revenais à la maison, je me disais, mon Dieu, tu sais, écoute, il y a une quarantaine d'ingénieurs, de professionnels qui travaillent là, puis tu sais, je dis toujours, quand tu vas visiter Solutions Novica, tu n'es pas toujours le même quand tu reviens, parce que c'est assez fascinant tout ce qu'ils font. Et de là, dire, bien, est-ce que nos enfants, tu sais, ils pourraient un peu plus connaître des lieux comme ça? Ils n'ont-ils pas la même vision, dans le fond, qu'ils ne savent pas toutes les richesses qui les entourent? Non, c'est ça. Fait que ça, je vous dirais, c'est un des constats, plus le fait qu'en concertation, tout le monde disait, bien, tu sais, il faut accroître la fierté, il faut que les jeunes connaissent notre territoire. Puis, fait que c'est un peu la prémisse de ce projet-là. Qu'on a initié en 2014, c'est vraiment d'accroître la connaissance puis la fierté des jeunes à l'égard de leur territoire. Alors, ça veut dire quoi, ça? Bon, et là, c'est un beau sentiment d'appartenance, mais ça se déploie comment dans les écoles? Là, je comprends, c'est pas nécessairement toutes les écoles qui ont ça. Là. Non, parce que là, faut être chanceux. Bien, il faut être chanceux, oui. On essaie tout de même de faire une rotation. C'est vraiment au niveau des écoles primaires. Parce que, justement, c'est pas un projet qui est orienté, ce qu'on dit dans l'approche orientante, donc vers les métiers. C'est vraiment de connaître, avant de travailler, on a des enfants, on sait ce que c'est, encore faut-il qu'ils puissent connaître le territoire. Leur environnement. Et ça, c'est plus au niveau secondaire qu'on aborde la question des métiers. Au primaire, là, par contre, ce qu'on a fait avec ce projet-là, c'est que le projet se destine vraiment au dernier cycle du primaire, donc 5 et 6e année. Il y a 6 écoles par année qui sont choisies, OK? Et chaque école va vivre dans l'année 2 expériences sur 7 qu'on offre sur le territoire. Okay. Et là, jusqu'à présent, on a touché 11 écoles. Non, ça, je vous dirais, il y a toute une question de logistique. Là, tantôt, on pourrait aborder les expériences, mais vous comprenez, bon, par exemple, les champignons, bien, ça se fait pas au mois de janvier. Hein? Fait ça pourrait être dur. Aller l'eau lièvre, bien, souvent, c'est mieux d'attendre mi-juin. Fait qu'il y a toute une logistique. Mais ce qui est unique au Québec dans ce projet-là, là, qui est vraiment mené par la MRC, la Commission scolaire, qui sont aussi partenaires financiers avec Desjardins maintenant, c'est ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est que ce n'est pas des activités parascolaires, c'est des activités qui sont directement intégrées dans ce qu'on appelle la progression des apprentissages des jeunes. Il faut réussir, il faut participer. On part de là. On part... C'est noté? Oui. Bien, en fait, on part de ce que les élèves sont obligés d'apprendre. Soit en univers social, ce qu'on appelait dans notre temps sciences humaines, histoire, etc., ou en sciences et technologies. Apprentissage par projet, sauf que le projet, c'est enseigner le Kamouraska. Nous autres, on prend ce que le jeune doit apprendre et puis on développe un segment, une activité, une expérience avec un partenaire dans le milieu. Je vous donne un exemple concret. On a un segment sur l'agroalimentaire. Les jeunes, au niveau dernier cycle du primaire, ils doivent apprendre qu'est-ce que c'est la transformation des aliments. Alors là, c'était facile pour nous autres de dire... Alors là, j'ai un professionnel qui vient en classe faire un atelier animé sur toute la transformation des aliments puis l'histoire un peu de l'agriculture au Québec. Et la sortie terrain, c'est une visite d'une demi-journée au CDBQ à Sainte-Anne, où là, les jeunes transforment un aliment. Comprenez-vous? Alors ça, c'est vraiment... C'est un peu un clé en main qu'on donne, qu'on offre aux professeurs. Il y a justement les jeunes, là, quand ils arrivent là. Puis Bien là, les jeunes, écoute, c'est sûr qu'ils trippent parce qu'ils visitent le CDBQ dans ce segment-là, toutes les unités de transformation. On voit par exemple saucisson Gorlo Fou du cochon qui transforme son saucisson. Des fois, c'est de l'anguille, etc. Puis le jeune va vraiment carrément
comprendre le matériel associé à la transformation des aliments. Puis il transforme lui-même un aliment. Là. Il part là, ça avec prend son le croissant. costume et tout ça. Ça, c'est des endroits où tu ne rentres pas là comme tu veux. Non. Si vous avez vu les photos, là, les jeunes sont pas mal déguisés. Là. Les autres, c'est la même chose. Mettons, la vie insulaire, on emmène les jeunes carrément sur l'archipel de l'île aux Lièvres, qui est au Kamouraska. Parce qu'on oublie ça. Oui, on oublie, mais écoutez, les jeunes, une classe s'en vont en bateau toute la journée. Alors là, le phénomène des marées, la faune, toute l'histoire du gardien du fort, fait que là, vous comprenez que ça se rattache carrément au contenu du cours. OK? Fait que c'est ça qui est unique au Québec. Puis qui va faire école, peut-être? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà approché de d'autres municipalités pour essayer? Écoutez, ils n'ont pas tous un beau milieu comme ici, mais... Bien, c'est clair que moi, j'ai toujours dit dans ce projet-là, depuis 2014, que n'importe quel MRC peut, même en milieu urbain, peut initier un projet comme ça. Nous autres, on est allé chercher des éléments particuliers qu'on a sur notre territoire, mais chaque territoire d'MRC a des particularités qu'ils pourraient mettre à profit. Absolument. Mais c'est clair que là-dedans, on a CDBQ. Ça prend des partenaires, Écoutez, on a Novica, on a Bioptère, on a Obakir, on a Ruralis, on a maintenant les archives de la Côte-du-Sud, qu'on vient d'ajouter un segment sur la généalogie. Oui, j'ai vu, c'est important. C'est sûr que tout le monde... je dis toujours, les partenaires se sont un peu serrés les coudes au profit de cette mission-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut accueillir des jeunes dans leurs installations, vous l'avez dit tantôt. Là. Quand vous avez des partenaires, est-ce qu'ils sont financiers ou c'est parce qu'ils acceptent de participer pour montrer ce qu'ils sont capables de faire? Je vous dirais c'est les deux. C'est vraiment, nous autres, la MRC, c'est important pour nous. Les partenaires, c'est des partenaires. Tout le monde est rémunéré dans le projet. Il n'y a pas de bénévolat. Oui, bien sûr, il y a une contribution en service dans certains cas, mais j'ai des partenaires qui sont des OBNL plus fragiles, alors que d'autres, c'est des centres collégiaux de transformation qui, des fois, eux autres, ça rentre un peu dans leur mission, puis ils peuvent aller chercher un financement dédié dans un autre programme. Fait que ça, il faut garder ça, mais on a vraiment l'avantage qu'on est tombé sur des professionnels dans chacun des partenaires qui peuvent venir en classe. Puis vous les avez mis en contact avec les profs, parce qu'on sait qu'eux, les profs, ont déjà quand même un agenda bien chargé, ils ont toujours un programme à respecter. Fait que quand il arrive d'autres partenaires... c'est ça l'avantage du clé en main. C'est là où embarque le rôle fondamental de la commission scolaire de Jannick et Steve, qui sont conseillers pédagogiques. Parce que eux autres, leur travail en amont, avant qu'on débarque une demi-journée en classe ou qu'on emmène les jeunes sur le terrain, eux autres ont fait un travail préparatoire, on va appeler ça un peu comme une trousse pédagogique, où là, le professeur, il sait déjà la phase préparatoire avant l'animation en classe. Le transport est déjà réglé, il est réservé, il est payé. Fait que pour le professeur... Tout l'administratif, c'est fait. Tout ce côté-là, c'est fait. Puis ça vient de la commission scolaire. Donc, puis ça, c'est vraiment, c'est majeur. Puis ça, vous le dites, parce que les enseignants, ils sont sollicités, bien sûr, de partout. Et là, le projet commence à être bien rodé, mais les profs nous ont aussi aidés en cours de route à bonifier le projet, à l'améliorer. Ils sont heureux d'avoir ça. Là. Ben oui. J'aimerais que tu me parles des jeunes, parce que dans le Kamouraska, comme ailleurs, il y a des jeunes qui sont moins favorisés que d'autres. Il y a des jeunes qui font moins de sorties. On peut rester à la Pocatière puis avoir jamais vu une ferme quand même. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se passe? Comment ils... Je sais pas, les questions qu'ils posent, qu'est-ce qui les intrigue? Est-ce qu'ils connaissent leur milieu d'abord? Non, pas nécessairement toujours. C'est sûr qu'avec ça, ce qu'on aime dans ce projet-là, c'est ce feuillet-là est aussi remis aux élèves, puis forcément aux parents. On touche à quelque part un peu les parents. Parce que quand, mettons, en forêt, on s'en va directement à Saint-Bruno, à Pourvoirie-des-Trois-Lacs pour ramasser puis même goûter des champignons sauvages en forêt, bien, je peux vous dire qu'avec le temps, on a vu après, même sur Facebook, des jeunes avec leurs parents qui s'en allaient en forêt. Ça crée des activités en famille à refaire. Il y a un effet. Dans l'agroalimentaire, quand on donne le guide du Kamouraska, puis on parle des entreprises touristiques puis agro, puis on leur fait goûter en classe, n'oubliez pas ça, là, de l'anguille fumée, du saucisson, de la prune, puis du fromage. Donc, c'est clair que les jeunes, après, écoute, ça donne lieu à toutes sortes d'expériences. L'anguille fumée, en partant,
Juste la bébite, des fois, les jeunes, hein, c'est pas... Mais je peux vous dire qu'à la fin, quand on les fait voter, là... c'est pas du fromage en graisse, là. L'anguille est très populaire, mais c'est clair qu'après, on a entendu toutes sortes de commentaires des jeunes après qui s'en vont. Ils se promènent un peu plus, je pense, sur le territoire, puis avoir leur réaction. Ils apprécient vraiment la visite. Fait que c'est sûr que je vous dis, c'est pas un projet qui est destiné à l'emploi, mais quand tu as comme, mettons... un ingénieur chez Novica qui vient donner un atelier en classe sur tous les matériaux, l'éco-énergie, la robotique, Alouette, c'est clair que quand tu t'en vas chez Novica, le jeune, quand il va être rendu au secondaire, il va se rappeler tout de même qu'il a vu des métiers de professionnels qui sont particuliers. Mais j'entends ça, là, puis je me dis que, tu sais, on veut attirer des gens, des adultes, des immigrants, peut-être pas dans une formule aussi intense, mais c'est vrai, c'est quelque chose que vous pourriez exporter ou, je sais pas, arranger pour pouvoir le servir aux adultes. Parce que moi, je ferais tout ça, là, volontairement. Je vous dirais tout de même qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'on reprend des tours guidés expérience Kamouraska qu'on fait avec la MRC, le Parc régional, puis Promotion Kamouraska. Tu sais, Promotion Kamouraska fait beaucoup de tours guidés axés sur cette connaissance-là au niveau des étudiants internationaux, notamment les nouveaux arrivants. Fait que, il y a un potentiel sûrement au niveau des nouveaux employés qui rentrent sur notre territoire. Fait que, tu sais, il reste qu'il y a des éléments là-dedans que tout de même, il y a effectivement, il y a déjà des initiatives en cours ou d'autres qui s'en viennent pour des adultes. Mais c'est sûr que là, on touche les jeunes du dernier cycle, là, mais en même temps, c'est sûr qu'on a initié ça à la MRC. C'est un peu particulier qu'une MRC initie ce projet-là. Mais sans l'apport de la commission scolaire qui a embarqué, écoute, on n'aurait pas pu avancer cette idée-là. C'est important de dire que là, ça a été reconduit. On a appris ça tout dernièrement. Oui. Alors là, c'est le même principe qu'avant. Est-ce qu'il y a des classes qui vont leur avoir? Donc, c'est jamais les mêmes élèves. Donc, c'est-tu comme un tour, à un moment donné, pour que chacun ait sa chance? Hein? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des classes qui sont à 2 niveaux, 5 et 6e année, alors là, on s'assure qu'on peut déployer le projet sur 2 ans avec eux autres pour que les élèves de 5e année vivent 2 expériences, puis quand ils remontent en 6e l'année d'après, ils en ont 2 autres. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines limites. On ne pourrait pas offrir ça à toutes les écoles. Il y a tout de même une grosse coordination de ce côté-là, autant de mon côté, puis de la commission scolaire. Mais comme je vous dis, on a couvert à peu près 11 écoles sur 15. Donc, combien d'élèves qui ont bénéficié de ça? On est à 750. Puis au terme des 3 prochaines années là, qui a été annoncé, on va être autour de 1200 jeunes tout de même qu'on a touchés dans ce projet-là. Fait que c'est sûr que, écoute, il y a certaines limites aussi. Hein, c'est des BQ, Novica, c'est des lieux, des lieux qui ont déjà des entreprises, des activités. Fait qu'il faut tout de même respecter à quelque part qu'ils ont une mission puis qu'on ne pourrait pas débarquer... Ils ont des limites. Ça prend une préparation. On ne pourrait pas débarquer 10-12 groupes, puis ça, c'est évident. Mais... C'est déjà pas mal la fin. En tout cas, c'est vraiment un projet intéressant. Il y a des outils de promotion. S'il y a des gens qui nous écouteraient d'ailleurs, qui auraient le goût de s'inspirer de ça, donc on peut trouver ça... On me contacte bien sûr à la MRC, 492-1660, poste 249. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Puis on va vous souhaiter une autre belle saison parce que là, c'est pas l'été, mais c'est le printemps, donc c'est une grosse période pour ce projet-là. On a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci.